dernière étude sur laquelle Jean-Raphaël Chaponier a travaillé lourdement, enfin sur lequel on a travaillé ensemble. Et il a disparu cet été, mais je crois qu'il serait très content de savoir que ces travaux se diffusent et se discutent. Donc il y a une contribution assez importante de sa part sur ce travail. Mais bon, c'est un travail commun, je vais pas chercher à le préciser plus. Voilà, donc je vais démarrer en vous présentant un peu le contexte de le contexte de cette, pardon, je cherche un truc là, voilà, ça y est, de cette recherche. En fait, elle est partie de deux constats ou de deux éléments de contexte, hein. Le but du jeu, ça a été d'essayer d'identifier les perspectives d'industrialisation, entre guillemets, raisonnables, le terme qu'on a utilisé en Afrique, donc dans une dimension un peu prospective. Donc on avait mis deux horizons, un horizon à 2030 et un horizon à 2050. Bon, on a poussé sur quelques variables un peu plus loin, mais c'est plus pour voir ce qui pouvait se passer. Donc c'était ça l'idée, c'était d'examiner s'il y avait effectivement un potentiel d'industrialisation en Afrique subsaharienne, je précise, on est sur l'Afrique subsaharienne, et si c'était le cas, à peu près dans quel secteur et dans quel volume d'activité emploi ça pouvait représenter. Donc, c'est moi qui dois admettre. Non, ouais. OK. Voilà, donc c'était ça, c'est l'objectif de l'étude, c'était d'avoir une évaluation à peu près raisonnable des perspectives dans ce domaine-là, dans un contexte où effectivement la question était posée, convergeait à partir de deux récits, disons, enfin d'un constat et d'un récit. Un récit, le constat, c'est déjà, l'un des premiers constats, c'est que dans les décennies qui viennent, et apparemment notre président en est bien conscient là avec son ministre de l'Intérieur, dans les décennies qui viennent, l'augmentation de la population active mondiale, elle se fera essentiellement en Afrique subsaharienne, ce qui est relativement nouveau, même si c'est une tendance qui était déjà bien connue, hein, c'est pas un scoop. Là, vous avez sur ce graphique la part en pourcentage, donc dans l'augmentation de la population active des deux continents, Afrique subsaharienne et Asie. Et en gros, jusqu'ici, enfin jusqu'à maintenant, les deux tiers, les 50 dernières années, les 50-60 dernières années, aux deux tiers, l'augmentation de la population active, elle s'est faite en Asie. Ça a d'ailleurs été un des éléments importants de la croissance. Bon, dividendes démographiques, etc. L'Asie a terminé sa transition démographique, à peu près partout, alors à des vitesses variables, mais l'Inde, c'est pas tout à fait encore le cas, mais pas loin. Et donc, on sait déjà que dans les 30 prochaines années, et au-delà, bien sûr, hein, l'augmentation de la population active, elle se fera essentiellement en Afrique subsaharienne, les autres continents étant plats de ce point de vue-là. Et donc, ça représente concrètement un enjeu pour l'Afrique subsaharienne qui est, à l'horizon 2050, qui est pas très loin quand même, d'une augmentation des actifs de l'ordre de 700 millions, donc un besoin de création d'emplois concrètement, parce qu'il n'y a pas de système d'assurance chômage, donc les gens devront trouver un emploi pour avoir des revenus. Un besoin de création d'emplois de l'ordre de 700 millions, ce qui est considérable, hein, donc, et ce qui impose effectivement l'Afrique, à juste titre, hein, comme l'emploi en Afrique, comme l'enjeu du développement dans les prochaines décennies. Donc la question, elle porte à ce niveau-là surtout sur le type d'emploi, la qualité des emplois, les revenus associés à ces emplois, etc., plus que le volume d'emploi lui-même, puisqu'encore une fois, il y a peu de doute, ces jeunes Africains qui vont vieillir doucement, encore une fois, n'auront pas de revenus de transfert, ils devront trouver des revenus directs pour vivre. Donc, question, quels sont les secteurs, quelles sont les activités qui potentiellement pourraient répondre à ce défi démographique? Donc c'est là qu'on est rentré sur la question industrielle, et l'industrie ici étant entendue au sens industrie manufacturière, donc au sens strict, alors que de l'autre côté plutôt en face, s'était développé un récit autour de la future industrialisation tardive de l'Afrique, comme même pas vraiment un projet, mais
une perspective qui s'annonçait de manière assez mécanique et qui était célébrée à différents niveaux. Donc, bon, par la BAD, là, une citation qui est assez comment dire, volontaire, pour pas dire optimiste, hein, du président de la BAD, donc la Banque africaine de développement, mais qui était pas seulement énoncé comme un projet. Encore une fois, c'était présenté quasiment comme une perspective, une réalité future, hein. Vous avez, et puis il y a eu plusieurs rapports de l'OCDE, de la Banque mondiale. Là, on en cite deux là sur ce slide, qui annonçaient comme ça le déploiement d'activités manufacturières très denses et importantes qui allait créer des dizaines, voire des centaines de millions d'emplois en Afrique, des revenus d'exportation nouveaux considérables. Donc il y avait ce récit-là, et en fait le point de départ, la motivation première de cette recherche, c'était en gros de démystifier ces annonces qui nous semblaient quand même assez, assez peu réalistes, hein. Nous, on avait plutôt travaillé sur l'Asie jusque-là, et ça ne semblait pas très pertinent d'annoncer comme ça des centaines de millions de jobs dans l'industrie en Afrique, simplement parce que le vol d'oies sauvage devait se déployer un peu au-delà de l'Asie. Ça semblait un peu rapide. Donc, on a attaqué ce sujet-là dans une période en plus où la présentation de l'Afrique dans les organisations internationales, mais aussi, entre guillemets, dans de nombreux papiers académiques ou des textes moins académiques, changeait et devenait plus optimiste, hein. Il y a eu un papier, par exemple, d'Alwyn Young qui s'intitulait le miracle, The African Miracle, hein, le miracle africain, où il avait trouvé, grâce à des travaux statistiques, des réserves de croissance qui n'avaient pas été identifiées et de revenus. Et puis, on avait là aussi, je sais plus si j'avais des... Ouais. Et puis, on avait, pardon, toute une littérature, euh, pas très loin de la propagande, mais enfin quand même assez présente sur les dynamiques économiques, les nouvelles dynamiques économiques en Afrique. L'Éthiopie était célébrée, on parlait des lions africains, comme on avait parlé des tigres et des dragons asiatiques, hein. McKinsey a publié une série d'études comme ça sur les lions. Bref, on était passé d'une vision qui avait un peu qui s'éloignait de celle de René Dumont, hein, de l'Afrique mal partie, vers une vision beaucoup plus optimiste du changement en Afrique qui s'annonçait pour de multiples raisons, mais notamment liées au changement structurel de l'économie mondiale, la montée de la Chine en particulier. Bon, mais avec pas grand-chose comme données et comme réalité, si ce n'était, pardon, l'exemple de l'Éthiopie, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qu'on traite dans le bouquin. Il y a eu plusieurs articles là-dessus, mais qui en fait, comment dire, dont les succès ont été assez exagérés, et d'ailleurs, ils n'ont pas été très durables. Alors, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'effectivement, il y a des perspectives significatives, raisonnables, consistantes dans l'industrie manufacturière en Afrique, dans le secteur manufacturier en Afrique? Et alors, le premier point qu'on a examiné quand même, parce qu'il était aussi au cœur des débats, et il l'est toujours, avant d'attaquer vraiment la question africaine, c'était de savoir si effectivement l'industrie l'industrie manufacturière était toujours une voie privilégiée pour le développement économique comme elle l'a été jusqu'ici. Alors là, on n'est pas dans le prospectif, on est plutôt dans le rétrospectif. Effectivement, aucun pays ne s'est enrichi, n'est sorti de la pauvreté sans un développement significatif de son secteur manufacturier. Tous les pays riches sont passés par là. Les nouveaux pays, entre guillemets, industriels, Dragon, Tigre, etc., ont aussi suivi ce chemin. Et on n'a pas d'exemple de pays qui se soient enrichis sans passer par une industrialisation importante, hein, par le développement du secteur industriel, à part quelques puits de pétrole dans le Golfe et quelques paradis fiscaux, mais qui sont des cas particuliers et qui, sur le plan disons, du poids démographique ou économique mondial, sont pas très significatifs ni importants. Donc, tous les pays sont passés par ces phases
de changements structurels qui les a amenés à un déploiement du secteur industriel qui ensuite a pu décliner au profit d'une économie de services, hein. Mais même la Suisse ou Singapour, qui sont des économies très riches et marquées par une spécialisation service très forte actuellement, ont construit leur trajectoire économique au départ sur de l'industrialisation, au Singapour en particulier. Et cette idée, donc ce constat historique auquel on a du mal à échapper quand même, il est pas mal remis en cause ces derniers temps, de différentes manières, mais notamment par les travaux de Roderick sur la désindustrialisation précoce, où il a essayé de montrer qu'en fait les seuils d'industrialisation avaient beaucoup baissé au cours de ces 20 dernières années. Bon, il l'explique pas trop, mais enfin, il essaye de constater qu'en gros, les perspectives d'industrialisation pour les nouveaux venus, pour les nouveaux pays industriels, sont beaucoup plus basses qu'auparavant, qu'au cours des 30 années précédentes. Et donc, que les perspectives pour les pays à dominante agricole, pauvres à dominante agricole, de s'industrialiser et d'entrer dans une dynamique d'augmentation de la productivité, des revenus, etc., par l'industrie était bien plus borné, bien plus limité qu'actuellement, et donc il fallait trouver autre chose, d'un côté. Et de l'autre, il y a une littérature qui s'est densifiée sur la thématique des services, hein, les services comme nouvelle opportunité pour le décollage économique des pays pauvres. L'idée étant de faire un peu un shortcut, hein, et de passer par-dessus l'étape industrielle pour passer directement de l'agriculture au service et mobiliser dans cette vision-là l'expérience indienne autour de Bangalore, hein, de développement des services informatiques, d'exportation de services informatiques, qui est effectivement importante et une source de revenus et de devises importantes pour l'Inde, mais qui n'a pas résolu le problème de l'emploi en Inde, loin de là. Bref, les services, ce qu'on constate en fait, c'est qu'effectivement, il y a des opportunités, mais ce n'est pas très créateur d'emplois, et ça ne va pas très loin de ce point de vue-là, surtout quand on est confronté à ces 700 millions de jeunes actifs qui arrivent. Donc on a regardé en fait, nous, si effectivement, en prenant des statistiques très larges, parce que les travaux de Roderick qui ont été très diffusés, mais ils portent sur 25 pays en développement, je crois, de mémoire, si effectivement l'industrialisation du Sud était plafonnée, voire régressait, comme ces interprétations avaient tendance à le montrer. Alors on a fait un gros travail, et Raphaël a beaucoup parlé là-dessus d'ailleurs, un gros travail statistique de compilation, parce que les données ne sont pas très facilement disponibles pour examiner la situation. Et donc là, sur à peu près 160 pays, alors on a regardé donc l'évolution de la production industrielle, donc la valeur ajoutée manufacturière. Donc dans le Sud, alors le Sud, on a fait simple, c'est le monde moins les pays riches, hein. Donc en gros, moins les pays européens, moins États-Unis, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Donc, c'est le monde moins les pays riches, donc c'est un Sud large. C'est en gros les pays qui étaient en développement dans les années 70, en début de période. Et puis ils sont, pour certains, un peu sortis de ce statut-là. Ceci dit, on constate effectivement que le poids de l'industrie dans le PIB ne diminue pas au Sud, hein. C'est pas, il n'y a pas il y a pas de baisse, hein. Clairement, ça reste assez stable. Et si on regarde en termes d'emploi, le poids du secteur manufacturier dans l'emploi au Sud, idem, on a une progression assez régulière, donc là qui est plus nette. Bon, c'est assez logique que la progression de l'emploi la dynamique de l'emploi soit un peu plus forte. Et donc, on n'a pas du tout de constat de désindustrialisation au Sud lorsqu'on prend en compte un échantillon large et qu'on essaye de couvrir la totalité ou pratiquement du Sud à partir des données disponibles. Par contre, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a une concentration, hein, ça c'est vous êtes bien placé là dans ce séminaire pour le savoir, c'est le décollage
chinois. Et donc, on a divisé le Sud en deux morceaux, la Chine et le Sud sans la Chine. D'accord? Donc, peut-être dans d'autres graphiques encore ça apparaît. En tout cas, dans le bouquin, c'est assez bien distingué ensuite, pour voir si effectivement cette montée du Sud, c'était pas tout bêtement la montée de la Chine, quoi, ce qui est souvent, c'est comme ça souvent que les choses sont présentées, hein. Et l'idée, du coup, étant que le reste du Sud stagne ou décline en termes d'exportation, d'emploi, etc. dans l'industrie. Alors, quand on fait ça, on constate bien sûr que la Chine décolle, hein, c'est pas nouveau, mais que le Sud décline pas, hein. Donc, on a une montée très rapide de la Chine depuis effectivement la fin des années 90, début des années 2000, qui s'accélère, à la fois en termes de tous les indicateurs d'exportation, de production, etc. Premier producteur industriel en 2010, je crois, selon de la valeur ajoutée du monde. Mais le Sud, moins la Chine, ce qui reste, ne décline pas. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, même s'il est... Alors, il y avait un autre graphique qui était pas mal là-dessus. C'était en termes d'emploi. Donc là, on a distingué donc trois blocs. Le Nord, bon, qui décline, dans lequel l'emploi manufacturier décline. Bon, la désindustrialisation au Nord, effectivement, elle se poursuit, malgré les discours du mardi soir. La Chine, bien sûr, progresse en termes d'emploi, donc il y a une période de transition là, qui est un peu difficile à saisir, qui est la bascule, la transition entreprise d'État, secteur privé. Mais ce qu'on voit en fin de période, c'est que l'emploi industriel en Chine tend à stagner. Il y a stagner, voire diminuer. Il y a une rupture de dynamique qui se retrouve dans l'ensemble de l'économie chinoise depuis le milieu des années 2010. Et là, qui est assez clair quand on prend le critère de l'emploi. Par contre, le reste du Sud, les autres pays en développement, donc, continuent de progresser en termes d'emploi industriel, hein. Donc, bref, le constat, c'est que il y a bien désindustrialisation au Nord, il y a bien explosion de l'emploi et de la production industrielle en Chine au cours de la période 95, 2015, 2016, clairement, mais que les autres pays en développement, en tout cas agrégés, bien sûr, conservent une dynamique d'industrialisation significative. Alors, bien sûr, c'est agrégé, hein, ça signifie pas que les tendances sont les mêmes partout. Et en particulier, si on s'intéresse maintenant à l'Afrique, ce à quoi on arrive, on s'aperçoit donc que encore une fois l'Afrique subsaharienne, hein, donc l'Afrique subsaharienne a une industrie qui est est marginale dans l'industrie mondiale à de multiples niveaux, hein, en termes d'exportation au niveau commercial bien sûr, et puis en termes de poids, hein. Mais donc là sur ce graphique on a l'emploi total en Afrique subsaharienne. En gros, c'est l'équivalent de l'Indonésie, hein, le total de l'industrie africaine, en termes d'emploi, c'est l'équivalent de l'Indonésie. Bon, l'Indonésie est un grand pays, mais quand même. Et puis là, on l'a poussé jusqu'à 2030, simplement de manière linéaire, hein, en conservant la croissance passée, en la plaçant au futur, et on arrive à un petit 25 millions d'emplois industriels, manufacturiers, à l'horizon 2030. S'ajoute à ça le fait que pardon, j'ai plus de, si c'est ça, que cette industrie africaine est très concentrée, hein, puisqu'en gros, la moitié de pardon, de l'activité industrielle en Afrique, elle se situe au Nigeria et en Afrique du Sud. D'accord? Donc tout le reste de l'Afrique, c'est la moitié de ces 25 millions, à peu de choses près. En termes de part ou de contribution à la production industrielle mondiale, l'ordre de grandeur du total africain, c'est 1%, hein. Donc l'Afrique, c'est 1% de l'industrie mondiale. Et quand on enlève le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est 0,5%. Donc effectivement, elle n'est pas vraiment présente dans l'industrie mondiale, en tout cas quand on se situe à ce niveau agrégé. Et donc, à partir de là, la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme changement, comme dynamique qui accélérerait la croissance industrielle au-delà de ce rythme
comment dire, très, très lent de croissance industrielle. Et on a travaillé sur deux types de moteurs. Le premier, c'est la demande intérieure, que je vais passer assez vite, et le deuxième, c'est le marché mondial, donc les exportations. Donc la première question qu'on s'est posée, effectivement, c'est est-ce que la dynamique de la demande peut comment dire, introduire une rupture dans cette croissance industrielle et permettre une création d'activités et d'emplois plus rapide que le rythme actuel. Le rythme actuel, donc c'est celui que vous avez là sous les yeux. Donc on a fait quelques scénarios dans un premier temps, et en fait on n'arrive pas à grand-chose en termes de rythme de croissance. Je vais détailler un peu ça. Donc là, le 24,1, le scénario de référence, c'est le précédent, hein, c'est celui qui poursuit la croissance au même rythme qu'actuellement, et on se situe, on regarde la situation en 2030, d'accord? Hein, donc on va faire des hypothèses ensuite pour projeter la situation 2020 en 2030. Donc si on continue business as usual, hein, au même rythme, on arrive à 24 millions, ou un petit 25 millions d'emplois. Alors ensuite, on a introduit comment dire, des scénarios ou des ruptures ou des mesures qui sont souvent, comment dire, promues par les agences de développement, par les gouvernements aussi, mais surtout par les agences de développement, et qui tournent souvent autour des mêmes idées. Alors les agences de développement sont plutôt libérales, pardon, et insistent sur la dynamique interne liée à la régionalisation, hein. C'est toute la thématique de l'Afrique, a une population très importante, donc des consommateurs potentiellement qui sont également très nombreux. Le problème, ce sont les barrières au commerce interne. Si on arrivait à unifier un peu le marché, à intégrer le marché africain, les débouchés seraient fantastiques et créateurs d'activités, d'emplois, etc. Bref, ça c'est toute la thématique de la régionalisation. Alors la régionalisation, c'est les scénarios, c'est le deuxième et le troisième. Et donc on a dans le scénario de régionalisation moyenne, en fait, donc là on est uniquement sur le secteur industriel. Je précise qu'on soit clair. On a multiplié par deux c'est ça, on a multiplié par deux, pardon, la part des échanges industriels intra-régionaux. À la part du commerce intra-régional dans l'industrie, on l'a multiplié par deux. Et en fait, quand on la multiplie par deux, bah, vous voyez, le changement par rapport au scénario de base n'est pas très important. Il ne se passe pas grand-chose. Et donc, on a fait un scénario de régionalisation forte dans lequel on multiplie par 3 la part actuelle de des échanges industriels intra-africains. Hein, donc, on multiplie par 3, on triple l'intensité des échanges intra-africains, et ça bouge un tout petit peu plus, mais ça ne va pas très loin. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose à attendre. On peut multiplier par 4, hein, par 5, on peut poursuivre, mais à un moment, ça n'a plus tellement de sens, surtout à un horizon 2030 qui n'est pas très, très éloigné. Donc, autrement dit, la régionalisation, ça fait pas de mal, mais ça n'a pas beaucoup d'effet, hein, quand même, sur les perspectives d'activité industrielle en Afrique. Alors, autre thème qui revient souvent, c'est l'idée d'un protectionnisme plus solide, hein, qui permettrait d'augmenter les possibilités de substitution aux importations, d'avoir un peu sur un modèle, comment dire, quasi ressemblant un peu à ce qui s'est fait en Asie, hein, donc protection forte. Et là, donc, on a augmenté la protection commerciale, donc c'est la même idée, hein, c'est de profiter de l'atout que serait ce marché intérieur africain pour l'offre et les producteurs africains. Et là, donc, on a l'hypothèse protectionniste, en fait, ça a consisté à c'est ça, mettre le niveau des importations industrielles au niveau indien. En Inde, effectivement, une protection assez forte. Les importations sur demande industrielle est assez faible en Inde, c'est de l'ordre de 30%. Bon, enfin, je retrouve le chiffre. En tout cas, elle est assez faible. Donc, on a mis l'Afrique au niveau indien. L'Afrique avec un niveau de protection commerciale qui est celui de l'Inde.
Et là, ça améliore un petit peu les choses, mais encore une fois, pas de manière considérable. Et puis, dernier scénario, donc ça, c'est ce qui est dans la boîte à outils, entre guillemets, standard, hein, des discours sur les politiques économiques à mettre en place en Afrique, régionalisation et protection commerciale. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais c'est quand même très présent. Donc le dernier scénario, en fait, mon croissance asiatique, scénario asiatique, là, il est totalement hypothétique, hein. On a donc simplement doublé le taux de croissance actuel, mais bon, c'est pas suffisant pour avoir un effet considérable. Et puis l'élasticité emploi de la production industrielle, que l'un des problèmes sur les questions d'emploi, en tout cas de la spécialisation industrielle en Afrique, c'est qu'elle est plus intensive en capital, plus capitalistique, hein. Ce sont des activités plus capitalistiques que ce qui se fait dans des pays de même niveau de revenus en Asie, où on a plus d'activités intensives en travail, hein, type confection et autres, j'y reviendrai. Et du coup, l'augmentation de la production, de la valeur ajoutée ou des exportations génère moins d'emplois en Afrique, puisqu'on est dans des activités plus capitalistiques. Donc, on a modifié cette élasticité emploi, on l'a fait passer à un niveau, disons, plus asiatique. Et là, effectivement, ça a un impact significatif, hein, puisqu'on a presque un doublement de l'emploi industriel, mais avec des hypothèses qui sont vraiment projetées sur le papier. Et on n'a pas trouvé la recette à ce niveau-là, en tout cas, pour que le taux de la croissance industrielle double. Voilà. Bref, sur le plan de la demande intérieure, en fait, l'atout de la population et du marché pas très évident. Alors, on a un peu creusé parce que c'est un thème qui est très, très prégnant à la fois chez les consultants et puis dans la littérature comme dans les agences de développement, c'est le rôle des classes moyennes. C'est l'idée, surtout quand la population est importante, que la classe moyenne se constituant, elle devient un débouché, une source de consommation importante, pouvant inciter à une transformation structurelle ou fonder, permettre à une transformation structurelle de se mettre en place parce qu'elle va consommer des produits plus sophistiqués et donc un effet d'entraînement sur l'offre qui ensuite sera vertueux, hein, puisque on aura de la création d'emplois mieux rémunérés, donc plus de classe moyenne, donc plus de demandes pour des produits sophistiqués. Et c'est parti. Alors, effectivement, il y a un effet circulaire entre le développement économique et puis la montée des classes moyennes. Le problème, c'est qu'en général, ça marche dans l'autre sens. C'est d'abord parce qu'il y a de la croissance et puis des productions nouvelles que l'on a un décollage et puis une montée en puissance des classes moyennes. Et elles n'apparaissent pas toutes seules. C'est pas dans l'autre sens. On a des classes moyennes qui, pof, permettent de fonder ou d'appuyer une croissance forte. Bon, du coup, on a quand même regardé ces classes moyennes. Et on a utilisé une base de la Banque mondiale qui est assez bien fournie et qui donne comme ça, pour beaucoup de pays, qui répartit la population par classe de revenus. Alors, partait d'une vision très optimiste, là aussi, qui était ce qui est en haut du slide, là, qui était l'étude de la BAD, qui avait considéré qu'un tiers de la population africaine faisait partie des classes moyennes. Bon, c'était pas mal, ça, effectivement, avec 200-300 millions de personnes dans les classes moyennes, on a effectivement un marché consistant et puis des perspectives commerciales qui sont assez dynamiques. Le problème de cette vision de la BAD, c'est que les classes moyennes étaient considérées comme appartenant aux classes moyennes que les personnes qui avaient un revenu supérieur à 2 dollars par jour. Donc le seuil, c'était 2 dollars par jour. 2 dollars par jour, on peut toujours multiplier par 30, hein, pour l'avoir en mensuel, ça fait jamais que 60 dollars. C'est un peu court pour faire partie de la classe moyenne, acheter des voitures, des machines à laver et puis d'autres produits plus sophistiqués, même des biens alimentaires plus sophistiqués. Ça paraissait un
un peu illusoire. Et donc, nous, on a pris une définition qui est des classes moyennes, qui est pas vraiment, comment dire, qui correspond pas vraiment à une position moyenne de la population, dans la population, mais qui est, disons, intermédiaire. Donc, la définition qu'on a retenue, c'est les individus qui ont un revenu entre 8 dollars et 23 dollars. Bon, le 8,44 et le 23,03, c'est pas nous qui avions mis les virgules, hein, c'est la base de la Banque mondiale qui retient ces seuils. Bon, disons entre 8 et 23 dollars, disons entre 10 et 20 dollars. En gros. Hein, au-dessus, on est riche, en dessous, on est pauvre. C'était ça notre classification. Qui nous semblait raisonnable, qu'on peut discuter, bien sûr, hein, on peut toujours mettre d'autres seuils, et qui correspond à un certain nombre de travaux qui sont menés sur les classes moyennes au niveau mondial, notamment dans les pays en développement et émergents. On part de 10 dollars, parfois on va au-delà des 20 dollars, mais bon. Donc, en prenant cet intervalle de revenus, qu'on a fait ensuite évoluer en fonction de la croissance, hein, on l'a projeté on a fait monter, entre guillemets, dans les classes supérieures, une partie de la population en fonction du rythme de croissance estimé. On a ce constat d'une classe moyenne en Afrique qui est très faible, pour ne pas dire inexistante, actuellement, en tout cas en termes de marché, et qui reste très peu importante à l'horizon 2030. Hein, là, sur le graphique, ce qui prend un peu de l'altitude, c'est l'horizon 2050. Mais bon, 2050, c'est loin, nous, on raisonne plus sur 2030, donc ça nous semble plus sûr. Et à l'horizon 2030, hors Afrique du Sud, on aurait une population classe moyenne en Afrique subsaharienne de l'ordre de 50 millions, soit 4% de la population. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. Et ça suffit pas, a priori, à fonder une croissance et un changement structurel significatif. Alors, on l'a fait pays par pays, ce calcul. Et là, vous l'avez, je ne sais pas si c'est visible, en 2020-2030, donc la part de la population par pays qui appartient à cette tranche intermédiaire plus que moyenne, hein, elle est vraiment pas très importante. Vous voyez qu'à part quelques pays là en haut, ou à l'horizon 2030, on va dépasser les 15%, mais c'est là toujours les mêmes, Afrique du Sud, Maurice, Gabon. En dessous, on tombe tout de suite à 5, 6, et puis en dessous de 1. Un pays, les grands pays comme souvent mis en avant comme l'Éthiopie, hein, on est très bas, le Nigeria aussi. Bon. Autrement dit, à l'horizon 2030, 80% de la demande des ménages en Afrique sera issue des pauvres. Hein, des pauvres, c'est-à-dire les individus qui ont moins de 8 dollars par jour. Et ce n'est que vers 2050, si les hypothèses se confirment, que les classes moyennes deviendraient une composante significative, enfin, qui pourrait peser effectivement dans la demande africaine. Bref, les perspectives liées à la demande en Afrique sont quand même pas très fortes, quoi qu'on en dise, malgré effectivement la taille de la population. Bon, pour plein de raisons, mais il y en a deux majeures, encore une fois, hein, c'est la segmentation des marchés, hein, l'absence d'intégration commerciale. Donc ça se voit quand on projette, quand on intensifie la régionalisation, il ne se passe pas grand-chose parce qu'elle est tellement faible qu'il faudrait la démultiplier encore plus pour que ça soit significatif. Et puis les ménages sont très pauvres, donc en termes de débouchés commercial, offrent pas pour l'instant, et dans une perspective raisonnable, à l'horizon 2030, apparaissent pas comme une demande très susceptible de transformer, d'inciter l'offre à se transformer. Donc ça, c'était pour la demande interne. Et résultat n'est pas très optimiste. Deuxième aspect qu'on a regardé, je vais passer là-dessus. Deuxième aspect qu'on a regardé, c'est effectivement les perspectives d'exportation industrielle. Alors, là, on passe sur le champ un peu différent de l'industrie mondiale et des évolutions en Chine en particulier. Et on est actuellement, mais ça fait déjà un moment, bon, la période Covid
à la fois gelé et puis accéléré à certains segments cette tendance-là, mais en gros, depuis le milieu des années 2010, donc bientôt une dizaine d'années, la Chine décline. La Chine décline dans un certain nombre de secteurs. Je ne parle pas de la position globale de la Chine dans l'économie et le commerce mondial, mais sur un certain nombre de secteurs, en gros les industries de main-d'œuvre, la Chine décline. Donc là, vous avez l'évolution des parts du marché mondial de la Chine dans trois des grands secteurs intensifs en main-d'œuvre, vêtements, chaussures, articles, en cuir, donc produits en cuir, un sac à main, etc. Et autres, on voit bien à partir de 2014-2015 la baisse rapide de la part de marché de la Chine, qui est liée aux augmentations de salaire. Il y a la transformation de la spécialisation chinoise, donc de la montée en gamme, en gros, de l'économie chinoise, qui est une tendance qui s'est un peu ralentie actuellement, mais qui va se poursuivre. Il n'y a pas de raison qu'elle ne se poursuive pas à terme. Et du coup, si on regarde un peu l'évolution de la compétitivité dans cette branche, là, c'est le cas de l'habillement, simplement, qu'on avait regardé sur 2014-2018. Là, je suis un peu en train d'actualiser sur la période plus récente, mais c'est la même chose, hein, il n'y a pas de changement. Enfin, les taux changent un tout petit peu, mais il n'y a pas de surprise. Les grands exportateurs, notamment la Chine, Hong Kong, etc., ont une croissance négative. Donc ça, c'est en taux de croissance annuel, hein, on le voit ici. L'Inde n'est pas fraîche non plus. Des tendances qui étaient connues. Et par contre, de nouveaux exportateurs dynamiques, c'est comme ça qu'on les a appelés, prennent des parts de marché assez importantes. Hein, donc on a en gros une demi-douzaine de pays, pour l'essentiel asiatique, est-asiatique, ouest-asiatique, avec le Bangladesh, hein, qui a une place assez privilégiée. Les deux gros morceaux, c'est le Vietnam et le Bangladesh, mais il y a aussi le Cambodge, Myanmar, l'Indonésie, le Pakistan, voire le Sri Lanka, hein, qui sont, quand on regarde sur les autres secteurs, les autres industries de main-d'œuvre, dont les parts de marché augmentent. Bref, la Chine perd des parts de marché, ça va se poursuivre, la tendance est assez nette. Elle reproduit ce qu'avaient fait précédemment la Corée et Taïwan, et auparavant le Japon, hein, après avoir atteint un sommet particulièrement élevé sur le marché mondial. Il y a une transformation de l'économie chinoise et une compétitivité qui diminue dans des secteurs où effectivement la composante salaire est l'élément majeur de la compétitivité. Et la Chine est donc progressivement libère un potentiel de production et d'exportation et d'emploi qui est capté pour l'instant par une demi-douzaine, hein, d'exportateurs dynamiques dont les exportations progressent assez vite. Mais, pardon, ces nouveaux exportateurs, Cambodge, Vietnam, Bangladesh, n'ont pas la capacité d'absorption de la Chine. Ils sont nettement plus petits. Et puis, comme en Chine, le décollage des exportations dans ces pays a pour conséquence de pousser les salaires à la hausse. Hein, et en gros, dans le secteur de la confection, du vêtement, les industriels, les donneurs d'ordre, quand les salaires arrivent autour de 300 $ par mois, partent ou modifient ou déplacent leur contrat. Hein, il y a un seuil de saturation, ou un seuil de compétitivité qui devient très fragile quand les salaires arrivent autour de 300 $. Et en fait, cette poussée des exportations dans ces pays qui sont de taille beaucoup plus petite pousse, ce qui est très bien pour eux, hein, les salaires à la hausse. Là, vous avez j'essaie de le grossir un peu là. Dans le cas du Cambodge, par exemple, la corrélation entre les salaires et les exportations. Donc, dans le cas du Cambodge, c'est pas mal, c'est vraiment linéaire. Dans les autres pays, c'est un peu moins linéaire. Et effectivement, lorsque les Cambodgiens ont commencé à exporter du textile au début des années 2000, les salaires étaient à 50 $, quelque chose comme ça. Maintenant, ils sont à 200, ils sont nettement plus élevés. Donc, ça progresse. Et ça va se traduire effectivement par des phénomènes de saturation. Hein, les exportations vont continuer à grimper. Donc là, on a projeté, suivant la même logique, jusqu'à un seuil
estimé de $300 chez ces nouveaux exportateurs. Et ensuite, les parts de marché vont décliner. Alors bon, on a calé ça sur 2023-2024. Ça sera peut-être un peu plus tard là, pour le cas du Vietnam avec l'épisode Covid. Mais effectivement, lorsque les salaires ils sont en train d'atteindre en Vietnam, au Cambodge, au Bangladesh, c'est plus lent parce qu'il y a une réserve de main-d'œuvre, sont en train d'atteindre ces seuils, les activités vont se déplacer. Ils n'ont pas une capacité d'absorption équivalente à la Chine. Et eux-mêmes vont donc libérer, vont libérer des activités et un potentiel de production qui donc sera pas dans le textile, l'habillement, les chaussures, etc. Ces productions, elles sont plus réalisées en Chine, elles seront plus réalisées dans le reste de l'Asie parce que les salaires vont grimper. Et ce phénomène de saturation et des emplois et activités libérées, donc on l'a estimé. Donc, dans cette deuxième phase, en gros, à partir de la fin de la décennie, encore une fois, ça peut se décaler de 2-3 ans. Là, je suis en train d'actualiser. En gros, c'est plutôt et c'est décalé de 2 ans quoi, avec le Covid. Après le déclin chinois et la saturation de ces nouveaux exportateurs dynamiques, mais petits, j'aurais dû les appeler les petits exportateurs dynamiques, des parts de marché mondiales restent disponibles, donc un potentiel de production reste disponible, et va chercher à se localiser dans des pays ou sur des territoires où les salaires restent bas, et donc les conditions de compétitivité pour ces activités demeurent fortes, et il n'y a pas beaucoup de localisation potentielle à l'échelle mondiale. Je vais y venir après. Alors, en termes d'estimation, l'ordre de grandeur à l'horizon 2030, c'est une quinzaine de millions d'emplois formels, sachant que, en gros, pour chaque emploi formel, à chaque emploi formel correspond un emploi informel. Donc, en gros, l'ordre de grandeur de ces emplois mobiles qui seront partis de Chine, mais qui n'auront pas atterri au Vietnam, ni au Cambodge, ni au Bangladesh, l'ordre de grandeur, c'est 30 millions d'emplois pour ces 3 grandes branches. On n'a pas été creusé sur les autres, mais c'est les principales. Et a priori, ces activités, elles iront ou en Inde ou en Afrique. Il n'y a pas d'autres localisations potentielles où on peut trouver une main-d'œuvre abondante à salaire faible pour ces activités. Alors là, on a décliné des scénarios suivant pour la montée en charge de ces emplois, juste pour les emplois formels, en fonction d'hypothèses, c'est-à-dire que si le scénario de référence et si la croissance du marché reste la même, et si le déclin chinois continue à la même vitesse, donc là, on est à autour de 15 millions d'emplois formels créés, plus encore une fois l'équivalent en emplois informels. Si la croissance du marché mondial ralentit, ça déplace en fait vers la droite, ça déplace dans le temps cette évolution-là, donc à l'horizon 2030, on en aura moins. Et si la Chine résiste, si ces parts de marché chinoises diminuent moins vite que sur la période, que sur cette période-là, s'il y a je sais pas quoi, un redressement chinois ou un ralentissement du déclin chinois, on aurait là aussi une création d'emplois hors nouveaux exportateurs dynamiques et Chine, qui arriverait plus tard, mais qui arriverait aussi, parce que même si la Chine décline plus lentement, elle va quand même décliner dans ses activités, c'est certain. Voilà, et donc ensuite, la question, c'est où se localiseraient ces activités. Donc là, on a juste pris le cas des exportations d'habillement, en considérant que 3 hypothèses. Donc, scénario conquête, en gros, l'Afrique récupère la totalité de ses emplois et de ses activités mobiles qui ne sont plus localisées à l'horizon 2030, ni en Asie ni en Chine. Et donc, c'est de l'ordre de 100 milliards de dollars d'exportation pour l'habillement, donc à peu près 10 millions d'emplois. Bon, si l'Inde se réveille, mais les parts de marché indiennes sont plutôt déclinantes, donc la compétitivité indienne semble quand même pas très vaillante.
Bon, mais ça peut changer hein, dans 10 ans. Donc ça, c'est le scénario partage. Hein, c'est en gros une répartition moitié-moitié entre l'Inde et l'Afrique. Et puis, le scénario structurel, donc c'est simplement si l'Afrique poursuit au même rythme ses exportations qui sont très faibles actuellement. euh, Donc, c'était juste pour illustrer le contraste. Voilà, donc en fait, à l'horizon 2030, disons sur 2030-2035, il y a effectivement un potentiel d'activité industrielle important, important à l'échelle mondiale, mais qui pourrait se localiser en Afrique et qui est de l'ordre, au total, hein, d'une trentaine de millions d'emplois. Bon, probablement entre 10 et 30, hein, suivant la répartition internationale qui aura lieu à cet horizon-là. Donc, ce n'est pas négligeable. En fait, contrairement à ce qu'on avait envisagé en début d'études, il y a effectivement un potentiel de création d'emplois industriels nouveaux en Afrique tirés par les activités d'exportation. Mais c'est ce qu'on avait mis, je crois, à la fin. C'est pas négligeable, mais c'est une opportunité, voilà. Mais c'est pas une solution. C'est pas une solution. Malheureusement, on n'a pas trouvé la solution et le gisement qui permettrait de créer les 700 millions d'emplois qui seraient souhaitables d'obtenir à l'horizon 2030. Bon, donc il y a 10, 20 millions d'emplois qui peuvent être saisis. C'est pas négligeable, mais encore une fois, ça résout pas le problème. Ça ne résoudra pas le défi de l'emploi sur le continent, ça ne transformera pas l'Afrique en géant industriel, mais ça créerait quand même des emplois importants. D'autant plus qu'il y a une limite forte, que vous allez sûrement souligner, de cette étude, c'est qu'elle agrège l'Afrique subsaharienne comme un ensemble, alors que dans la réalité, c'est dans certains pays qui auront des politiques plus efficaces que d'autres, donc à une échelle nationale plus réduite, que ces activités pourraient se développer. Voilà, je m'arrête là, j'espère que j'étais clair. Merci Marc, effectivement, tu as été très clair. Je dois avouer que on ne ressort pas de cet exposé avec l'esprit très optimiste. Et d'autant plus que j'ai l'impression que le fait que vous ayez privilégié, Jean-Raphaël et toi, l'approche par l'emploi, a peut-être amené, vous a peut-être enfermé dans une démarche très spécifique. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de prise en compte d'une reformulation des formes de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression un peu que le schéma de développement s'opère par une translation de certains centres vers d'autres centres, puis ensuite vers l'Afrique aujourd'hui, sans se poser la question des situations très particulières qui ont pu être rencontrées. Dirons-nous qu'à mon sens, la Chine n'est pas du tout exemplaire pour les pays africains, ne serait-ce que par sa masse, hein, mais aussi par le moment spécifique où elle a pu entreprendre une certaine forme d'industrialisation. Donc, pour moi, le problème est sans doute encore beaucoup plus complexe et que l'emploi industriel est très vrai. La question de l'emploi industriel est non seulement celui de savoir quel emploi industriel, mais ensuite, ce n'est pas plutôt une conséquence qu'un non réellement dirigé, qu'un objectif que l'on puisse effectivement définir. Alors effectivement, à un moment, il avait été question que la Chine puisse délocaliser 85 millions d'emplois. Hein, tout le monde avait dansé comme un cabri pour prendre des références gaulliennes hein, à propos de ces 85 millions, puis on n'en parle plus du tout. Et en fait, on n'en parle plus du tout parce que l'acteur qui aurait été à l'origine de cette délocalisation a décidé lui-même de limiter hein, les pertes d'emplois sur son territoire et plutôt d'investir dans la robotisation. Bien. En disant qu'il fallait mieux avoir peu de bénéfices, mais conserver ces bénéfices, que les exporter. Donc, ce problème de la robotisation, indirectement, il doit se poser aussi, est-ce que les industries hein, qui vont
à l'avenir pouvoir se développer en Afrique seront ce que l'on voit en Éthiopie, des ateliers dans lesquels on fabrique des chaussures, ou bien est-ce que ce ne sera pas plutôt ce que l'on voit au Maroc avec des écosystèmes automobiles ou aéronautiques, où déjà on a affaire à des niveaux de développement industriel bien supérieurs et également des modes de financement qui sont autres. Parce qu'en Éthiopie, le mode de financement, éventuellement pour acheter des machines à coudre, ça peut être des modes de financement relativement limités, locaux, mais en l'occurrence, c'est souvent des modes de financement chinois. Donc, si vous voulez, l'effet d'entraînement local est relativement limité. Tandis que lorsqu'il s'agit du Maroc, on a dans une perspective plus récente une imitation un petit peu de ce qui a pu être fait en Chine. C'est-à-dire que ce sont les entreprises étrangères qui amènent des techniques avec elles et qui sont les techniques dont elles ont besoin à un moment donné. Et disons que si on avait Volkswagen aujourd'hui qui allait au Maroc, il n'apporterait pas les chaînes de la Jetta, il apporterait des chaînes beaucoup plus modernes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le cas chinois auquel très souvent indirectement on fait référence, outre sa masse, hein, il y a le fait que ça correspond à la fois à un stade de développement technique des pays, à un stade de l'organisation de la mondialisation, et que lorsqu'on analyse le cas africain, il faut éviter hein, de considérer que ces formes hein, qui sont en train d'évoluer peuvent se perpétuer. Alors moi, dans les discours que je peux lire, hein, j'ai toujours l'impression que l'on fait référence beaucoup plus aux années 80 qu'aux années 2020. Hein, et ça me pose effectivement problème. Alors effectivement, tu disais que votre approche est une macro-africaine et que ça ne tenait pas compte des distinctions, mais disons que moi, je ne pense pas que ça soit le plus gros problème dans la mesure où c'est déjà une approche. Hein. Ça permet, mais disons que le problème du financement, des formes de financement, le problème que j'évoquais de la robotisation et les problèmes de la mondialisation qui peuvent définir des formes des nouvelles formes d'industrialisation, dans quelle mesure ces formes-là sont aujourd'hui accessibles hein, à l'Afrique. Bon, alors, on voit aujourd'hui hein, qu'il y a toute une délocalisation qui se fait de la Chine vers les pays d'Asie, tu l'as mentionné, mais également il y a aussi une chose que l'on voit, c'est que cette industrialisation, ce n'est pas réellement une industrialisation locale, c'est une industrialisation étrangères qui créent des enclaves. Donc, ce sont qui sont plus ou moins bien insérés dans les économies locales et donc dont les effets d'entraînement potentiel vont énormément dépendre de l'habilité et de la volonté des gouvernements locaux. Cette volonté et cette habilité a existé très réellement lorsqu'on était en Chine. Il n'est pas du tout évident que l'on soit capable, que l'on trouve la même chose et la même possibilité, précisément pour les questions de taille, dans les pays africains lorsqu'arrivent les fameuses zones économiques spéciales qu'envisagent d'implanter les Chinois, qui sont en fait des enclaves et qui sont des prolongations hein, des zones économiques spéciales chinoises en Chine. Donc, pour nous, il y a une externalisation, ce n'est pas une internationalisation, c'est simplement une délocalisation interne. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais disons que l'objectif n'est pas du tout hein, de réussir à implanter un processus, un écosystème industriel. Donc, pour tout ce que je dis là, c'est un petit peu pagaille, hein, j'en suis désolé, mais je pense que on ne pose peut-être pas le problème forcément dans la bonne dimension. Alors, tout ce paquet t'arrive là comme ça, essaie de t'en débrouiller avec pour voir si tu peux donner des réponses plus ou moins. Je réponds ou j'attends que… Non, on va répondre. Après ça, je passerai la parole à quelqu'un d'autre. Ok. Alors,
faut pas non plus se tromper là. On n'a pas cherché à présenter un modèle, je sais pas quoi, de développement pour l'Afrique, tu vois. On n'est pas dans du normatif là, dans notre démarche. Et puis la référence à la Chine, c'est toi qui l'as fait, mais Oui, bon, oui, tu as oui. raison. Mais nous, on la fait pas. Et puis la référence, ce serait plutôt les trajectoires asiatiques depuis le Japon, en passant par la Corée de Taïwan et qui se poursuivent en Chine. C'est plus profond que la question. Enfin, il y a plus d'enracinement, disons, historique que seulement l'expérience chinoise. Mais bon, ça, c'est un peu autre chose. Mais encore une fois, là, sur l'Afrique, on n'est pas du tout normatif. Nous, on est parti je te dis, du constat qu'effectivement, il y a un besoin de création d'emplois gigantesque, donc qui est flagrant pour tout le monde. Tout le monde patauge. On a lu un certain nombre de rapports internationaux sur quel secteur pouvait effectivement créer de l'emploi. Donc, je te dis, ça va des services informatiques en Afrique, à l'agriculture bio, en passant par l'exportation de fleurs, etc., qui sont sans aucun doute des niches à creuser, mais ça ne va pas créer 700 millions d'emplois, quoi. Et historiquement, la création massive d'emplois dans des économies pauvres, bah, effectivement, elle s'est faite dans le secteur industriel et dans les secteurs d'industrie de main-d'œuvre. C'est la réalité historique. C'est pas, comment dire, forcément réjouissant parce que les conditions de travail, de salaire, etc., sont pas excellentes. Mais quand même, c'est là que ça s'est passé comme ça partout, hein, en termes de création massive d'emplois. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé, nous, les industries, les branches qui, effectivement, sont les plus mobiles internationalement, mais pas particulièrement dans les années 80 ou 2020, mais depuis la fin du 19e siècle, hein. Effectivement, c'est à peu près les mêmes. Alors, elles se décalent un peu parce qu'on maintenant, on achète plus de chaussures de tennis pour relativement que de vêtements. Enfin, la part des chaussures est plus importante, mais c'est les mêmes types de process. Et ça, c'est relativement mobile parce qu'en gros, les barrières à l'entrée sont assez faibles, hein. Le ticket d'entrée en termes de compétitivité, c'est d'avoir une économie suffisamment à peu près stable et pas trop, dans laquelle il n'est pas trop difficile de fonctionner et des salaires faibles. Et ça a très largement fonctionné. Un pays comme le Cambodge, dans les années 90, avait un profil institutionnel, économique, etc., très africain, quoi. C'était un pays, entre guillemets, pourri. Et ça a quand même pas empêché que ces activités-là s'installent et puis montent en puissance. Alors la question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la vraie question. C'est comment on sort de la confection et du textile. Ça, c'est effectivement ce que tu posais tout à l'heure, Thierry. Et donc là, nous, ce qu'on identifie par rapport à la situation africaine, c'est qu'effectivement, il y a un potentiel de 30 millions d'emplois à un horizon de 10 ans qui va chercher à se localiser dans des pays à bas salaire et donc à population importante. Et il n'y en a plus tellement qui vont être à bas salaire, en tout cas avec des salaires compétitifs pour ces activités. C'est ce qu'on mettait dans le slide, hein, c'est l'Inde ou l'Afrique, en gros, ce ne sera pas ailleurs. Euh, et il y a pas besoin d'investissement très important, hein. Je veux dire, une activité, la confection, c'est en gros un hangar avec des tables et des machines à coudre. Alors, il faut un petit peu d'investissement, mais c'est pas très capitalistique. Donc, ça peut se créer assez facilement, que ce soit sur financement local, sur financement international, sur crédit des donneurs d'ordre. Enfin, il y a plusieurs combinaisons possibles. La vraie question, la vraie rupture potentielle, c'est celle que tu évoquais avec la technologie, hein, le changement technique. Et donc là, on a regardé effectivement, est-ce qu'il y a un potentiel de robotisation et d'automatisation important, hein, l'industrie 4.0, les possibilités de reshoring, de retour au nord de ces activités intensives en main-d'œuvre qui sont depuis très longtemps parties dans le sud. Et en fait, ce qu'on constate, enfin, il y a il y a eu tout un ensemble d'études de l'UNCTAD, de la CNUSED là-dessus, c'est que dans ces secteurs, l'automatisation ne change pas grand-chose aux conditions de compétitivité. Donc, il y a des nouvelles machines qui apparaissent, mais les Subot en particulier, hein, les sewing robots, les robots couseurs, quoi, les robots de couture, mais qui jouent pas un grand rôle parce que leur utilisation est assez complexe, leur coût est élevé. Là où ça joue, c'est dans la coupe, en fait, l'automatisation de la coupe. Dans la confection, apparemment, ça fonctionne bien, mais ça change pas, encore une fois, les compétitivités relatives. Ça déplace un tout petit peu, mais ça change pas fondamentalement. On l'a bien vu dans la chaussure, hein, les expériences d'Adidas et autres qui a voulu relocaliser en Allemagne, je crois, ou je sais plus où, dans une usine très automatisée. Ça fonctionne pas très bien. Donc, en tout cas, à l'horizon 2030, au-delà,
les changements techniques et puis les adaptations techniques, c'est difficile de les anticiper, mais un horizon, disons, visible. Il n'y a pas d'impact significatif de la technologie, hein, du changement technique dans ces activités. Et l'autre question que posait aussi l'AFD, à juste titre, c'était l'impact potentiel des nouvelles normes environnementales et en particulier des éventuelles taxes transport, hein, qui limiteraient le commerce et pousseraient là aussi à faire du reshoring, du nearshoring, enfin du shoring près de chez soi. Euh, Bon, là encore une fois, si vous avez vu La Vérité si je mens, on met quand même beaucoup de t-shirts dans un container. Et donc, même si le coût du transport ou les taxes sur les transports augmentent, en tout cas dans ce qu'on peut envisager à un horizon 2030, ça ajoutera peut-être une toute petite marge sur les coûts d'importation, mais ça suscitera pas, ça créera pas une incitation significative à produire localement au nord. En tout cas, ces produits-là, les différentiels de coûts sont trop, de coûts de production, je veux dire, sont trop élevés. C'est pas le cas pour les industries plus capitalistiques, hein. Tu parlais de l'automobile, l'aéronautique, etc. Au Maroc. Là, nous, on n'est pas sur ces secteurs-là parce qu'effectivement, on était dans une interrogation sur les créations d'emplois. Donc, on a allé dans les secteurs où l'intensité en emploi était le plus important. Mais bon, c'est pas gagné pour l'Afrique, hein. On avait un peu regardé, tu vois, le marché automobile africain, donc Afrique subsaharienne, c'est 3 à 4 millions de véhicules à bas prix qui sont importés avec l'occasion qui représente 10 fois le marché du neuf. En gros, il y a des marchés qui sont pas du tout matures. L'expérience pour l'automobile, je veux dire. Ils sauveront peut-être la planète, du coup, parce qu'ils resteront à pied, mais en termes de marché automobile, les perspectives en Afrique, à part l'Afrique du Sud, encore une fois, sont très, très, très faibles. Et l'expérience Renault au Maroc, là, c'est aussi beaucoup d'exportation régionale, hein. Quand même, c'est pour le Maroc, c'est pour, à travers l'accord d'Agadir, c'est aussi pour l'Égypte. Je ne sais pas si ça s'exporte en Tunisie, mais bon, il y a une dimension régionale qui n'existerait pas pour l'instant du tout pour un producteur africain. Donc, on a du mal à voir. Enfin, c'est toute la, comment dire, le manque de perspective de la régionalisation en Afrique. Et c'est un peu dramatique, effectivement, parce qu'il n'y a pas de perspective de croissance économique tirée par la régionalisation à un horizon, encore une fois, de 10-15 ans. Bon, je m'arrête. Euh, Xavier, oui. Oui, merci Thierry. Tout d'abord, merci à Marc Cloutier pour l'exposé. Ça donne envie de lire l'ouvrage, tout simplement. Merci. Moi, j'avais des questions, non pas structurelles, on va dire, mais et encore moins d'économistes, mais plutôt sur des petits points. Donc, la première, c'était sur le phénomène de régionalisation. Est-ce que vous intégrez en fait la ZLECAf, tout simplement, ou c'est quelque chose qui n'est pas encore mature et qu'on ne peut pas vraiment rendre compte par les stats, par les graphiques, les projections, etc. Donc, est-ce que la ZLECAf, en gros, peut permettre une meilleure régionalisation, donc une montée en puissance de l'industrie, même manufacturière, dans quelques pays, etc. etc. Ensuite, j'ai une question plus générale, mais est-ce que vous aviez éventuellement fait un graphique ou une projection, au moins pour vous, pas forcément publié, mais pour vous, avec les passes? Est-ce que, en gros, vous avez pris en compte les impacts, les conséquences des passes dans les années 80 notamment, et de cette période un peu pourrie, hein, évidemment, Les au niveau conséquences économique, pardon, j'ai pas compris, les des conséquences passes, des programmes d'ajustement structurel. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, on va en fait prendre en compte un petit peu tout ça pour voir si, justement, sans la période des passes, éventuellement, bon, c'est toujours compliqué, j'imagine, à modéliser, mais sans cette période-là, est-ce que les courbes seraient meilleures, hein, évidemment, pour les pays africains, pour le continent en général aussi? Bon, voilà, c'est une question un peu comme ça. Sinon, j'ai jamais entendu prononcer l'Amérique latine. Amérique latine et Caraïbes éventuellement, mais surtout l'Amérique latine, le cône sud surtout. Et donc on a parlé de l'Afrique, un peu de pays asiatiques évidemment, mais jamais de l'Amérique latine. Est-ce que ce sous-continent ne peut pas remplacer quelques pays asiatiques comme le Cambodge, le Vietnam, la Thaïlande, etc. Et une dernière petite question plus pointue, on va dire plus précise. Vous l'avez évoqué rapidement, mais est-ce que vous pourriez développer en fait la période 2000-2003 ou 2002-2004 en Chine, là où on a la réforme du MOFCOM, donc du ministère du Commerce,
la création de la SASAC, etc. Et vous aviez dit donc ce passage entre entreprises publiques et privées. Est-ce que vous pouvez Ouais, expliciter, développer un peu la partie-là? ok. Merci. Alors, il y a des questions qui débordent un peu de mon champ de compétences, donc je vais répondre à celles auxquelles je peux répondre. Et après, comment dire, je veux bien alimenter le débat, mais ça sera peut-être pas conclusif. Alors, comment dire, sur la régionalisation institutionnelle en Afrique, effectivement, on n'en a pas tenu compte. Nous, les scénarios qu'on a fait, là, c'est à partir de simplement de l'état des lieux du commerce intra-régional, intra-africain. Et puis ensuite, on l'a augmenté, quoi, on l'a intensifié. Et puis on regarde ce qui se passe, quoi. Donc, avec ou sans nouvel accord régional. Moi, franchement, j'y suis très sceptique. Je vois bien que dans les boîtes à outils, encore une fois, des bailleurs et des agences internationales, c'est vraiment un truc central, quoi. Il faut pas polluer, il faut pas exploiter la main-d'œuvre, et puis il faut régionaliser, quoi. En gros, c'est un peu ça le triptyque, ce qui sont plein de bonnes intentions, mais dans la réalité, la régionalisation, ça fonctionne si effectivement il y a des raisons d'aller vendre ou acheter, enfin surtout vendre, des produits à ses voisins. Là, bon, alors il y a toute la question effectivement, de la contrebande, hein, qui est mal prise en compte, ça c'est clair, mais dans le cas des produits industriels, il y en a sans aucun doute, mais ça ne doit pas être majeur parce que la production industrielle locale est tellement faible que on fait de la contrebande de produits importés d'ailleurs, je pense. C'est plutôt ça. Et en Afrique, bon, bah, les incitations à faire du commerce de produits industriels avec ses voisins, elles sont extrêmement limitées, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de débouchés. Si on prend la comparaison, pas trop avec l'Europe, mais avec l'Asie du Sud-Est, avec l'ASEAN, la régionalisation, c'est pas un moteur de la dynamique économique de l'Asie du Sud-Est, c'est une conséquence, hein. Ils ont commencé à faire des échanges entre eux un peu intenses, et actuellement, la Thaïlande, par exemple, se spécialise un peu comme un pôle automobile en Asie du Sud-Est, mais c'est depuis qu'ils ont des niveaux de vie et de consommation qui sont élevés. Donc, il y a une demande, effectivement, et ça incite à développer des échanges intra. Mais ce n'était pas le cas dans les années 90, quand ils ont créé l'AFTA, etc. Ils l'ont créé, mais il ne s'est rien passé de concret. Hein. L'intégration, elle s'est même, dans un premier temps, faite beaucoup plus avec la Chine et même l'Asie du Nord-Est qu'intra-Asie du Sud-Est. Donc c'est dans l'autre sens. Il faut qu'il y ait de la croissance économique, des niveaux de revenus qui suscitent en gros de l'économie géographique, quoi. Si vous avez un marché dynamique à côté de chez vous, vous l'utilisez. Mais si c'est un marché plat sans intérêt, vous ne l'utilisez pas. Donc moi, je suis très, très sceptique. J'ai vraiment l'impression que c'est de l'activité par défaut, quoi. C'est-à-dire qu'on brasse du vide dans toutes ces... Bon, ça ne fait pas de mal, hein. C'est mieux d'avoir un cadre régional qui est installé, qui est propre, qui est sain, mais ça ne crée pas des incitations économiques à commercer ou à investir. Et là, il y a une profonde... Bon, bref, je pense que c'est pas... Ouais, c'est vraiment brasser du vide. Bon, c'est pas dangereux, ça va pas dans le mauvais sens, mais ça apporte rien. Bon, mais si je me trompe, tant mieux, hein. On verra dans 10 ans. Et par contre, oui, il y a beaucoup plus d'espoir. Alors, c'est Pierre-Noël Giraud là, qui soulignait ça, dans comment dire, dans les dynamiques d'urbanisation et de conurbation qui se mettent en place, Golfe de Guinée en particulier, où là, on va avoir effectivement des zones urbaines géantes, connectées, et qui potentiellement pourraient susciter des échanges, des investissements, des activités qui couvriraient l'ensemble de cette zone, donc avec ou sans cadre régional, mais lié en gros à la dynamique de conurbation. Bon, là, il faudrait l'étudier au niveau local. Moi, je ne maîtrise pas cet aspect-là. Alors, sur les passes, bon, on n'a pas étudié spécifiquement les passes, mais bon, il s'est passé ce qui s'est passé en Amérique latine dans les décennies perdues. Effectivement, l'industrialisation en Afrique a été, bon, qui n'était pas très brillante, hein, partait pas non plus d'un niveau élevé, mais elle a été cassée tout à fait à cette période-là, hein, c'est clair. En gros, je ne vais pas montrer ce graphique, mais là, vous avez ici l'AVA dans le PIB où est-ce qu'ils sont en Afrique, là en noir. Hein, donc voilà, période pré-pass et les post-pass, elle est divisée par 2, quoi, le poids de l'AVA. Bon, on n'a pas creusé plus que ça, mais ce constat, il a déjà été fait dans beaucoup d'études, hein, et c'est très similaire, encore une fois, à l'expérience latino-américaine.
Et justement, alors l'Amérique latine comme alternative, non. Alors, mais elle n'a jamais été historiquement hein, l'Amérique latine une alternative euh, en termes de délocalisation ou de compétitivité industrielle. Hein. Déjà dans les années 70, 80, 90, il y avait l'Asie qui effectivement exportait, qui était compétitive, et l'Amérique latine ne l'était pas et n'exportait rien. Hein. Personne consomme des produits industriels latinos, hein. Jamais, je veux dire, à l'étranger, parce qu'ils ne s'exportent pas, et s'ils ne s'exportent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas compétitifs. La raison, c'est surtout le coût du travail. Enfin, ce n'est pas la seule, mais c'est les salaires relatifs qui ont toujours été trop élevés. Donc, c'est déjà le cas depuis longtemps. Ils vont pas, enfin, sauf catastrophe gigantesque que je ne souhaite pas en Amérique latine, ils ne vont pas descendre assez bas pour qu'il y ait une possibilité. Hein. Il y avait une étude il y a une petite dizaine d'années au Brésil de l'INSEE local qui avait montré qu'en fait, les matières premières brésiliennes, soja, etc., étaient compétitives quand elles étaient exportées telles quelles sur le marché mondial, elles se vendaient. Mais dès qu'il y avait de la transformation, une première transformation, la compétitivité du produit, donc agroalimentaire, hein, c'était dans ce secteur-là, disparaissait. Donc non, ça fait longtemps que l'Amérique latine n'a jamais été compétitive et elle ne le sera pas au futur. Et alors après, sur la question des réformes en Chine, alors là, je vais laisser passer la parole à Thierry, mais ce que je voulais signaler, je ne sais plus où il était ce graphique, ouais, c'est qu'en fait, ici, dans les statistiques d'emploi, en gros, dans les statistiques d'emploi, il y a une période de transition des statistiques euh, quand on essaye d'identifier la tendance qui correspond à un moment où effectivement l'emploi, les entreprises publiques dégorgent et puis les joint ventures et les entreprises privées recrutent. Au niveau des statistiques, on ne sait pas très bien comment c'est saisi, mais il y a ce paradoxe que Thierry connaît mieux que moi, en Chine, d'une période de croissance industrielle très forte, mais l'emploi industriel stagne. Parce qu'en fait, bon, il change de nature, mais je ne suis pas sûr que les statistiques chinoises soient tout à fait correctes à ce niveau-là. C'est pour ça que je parlais de transition, mais je ne vais pas sur les réformes institutionnelles chinoises. Je ne suis pas un spécialiste. Je vais prendre une minute pour répondre à Xavier, parce que finalement, la question qu'il pose indirectement est très, très intéressante, parce qu'elle elle permet de mettre en miroir un petit peu le problème africain. La réforme structurelle de l'emploi en Chine, c'est 1997. C'est-à-dire qu'entre 1978 et 1997, les entreprises ont retenu une main-d'œuvre surnuméraire. Donc, il n'y avait pas fondamentalement de problème d'emploi comme il y a aujourd'hui pour la croissance africaine. À partir de 1997, on a commencé à restructurer les entreprises et à se poser le problème du suremploi. Et dirons-nous qu'une des mesures qui a été mise en place pour faire face à ce suremploi, ça a été précisément l'ouverture dans les années 2000, particulièrement à partir de 2003, par l'exportation des produits. Donc, c'est-à-dire que pendant un certain moment, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème d'emploi ou que le problème des emplois ne soit pas si contraignant. Et après ça, lorsqu'on a eu une base suffisamment ouverte, à ce moment-là, on a pu effectivement libérer cette main-d'œuvre et en même temps qu'on lui a créé des voies spécifiques qui sont par l'exportation. Donc, on est vraiment dans un schéma idéal et là, ça ne pose plus le problème du développement ou de l'industrialisation en termes économiques, mais purement en termes politiques. C'est parce qu'on a un régime politique tel que le régime chinois qui a un contrôle de ce type qui peut être exercé, hein, et qui peut permettre d'arriver à guider, contenir, ouvrir, alors qu'en Afrique, on a quand même une situation où il n'y a pas un exercice, un contrôle aussi important, aussi fort de la population, surtout sur une quantité de population aussi énorme, d'où dirons-nous l'admiration d'un certain nombre de dirigeants africains pour la direction chinoise. Hein. J'espère comme ça que j'ai répondu indirectement à la question de Xavier. Hein. Et alors, il y a deux personnes qui souhaitent s'exprimer. D'abord, Francis Kern. Ensuite, bon, je vois qu'il y en a un troisième qui s'illumine. Ensuite, on aura Igor Carvalho et ensuite Jean-François Pigeon. Francis, à toi. Voilà, vous m'entendez là? Oui. Très bien, oui.
Oui, merci vraiment à Marc Cloutier parce que ça, je trouve que cet exposé, là, la clarté fait qu'il y a plein de, comment je dirais, d'idées toutes faites qu'on avait ou qui circulent sur ce que pourrait représenter l'industrie manufacturière pour le devenir industriel de l'Afrique. Et en prenant souvent l'exemple de l'Éthiopie, et ce serait ma première question, c'est effectivement, est-ce que ça a eu un impact? On se dit l'Éthiopie réserve 100 millions d'habitants, peut faire mieux que ce que font les pays asiatiques aujourd'hui. Est-ce que ça pouvait être une perspective à envisager? Mais moi, ce qui m'a le plus, quand j'y frappais, c'est, dans cet exposé, la faible création d'emplois industriels que pourrait représenter l'industrie manufacturière par rapport aux besoins de l'Afrique. Ça a été dit, puisque 35 millions sur 700, ça fait au grand maximum 5% en termes de réponse. Et la seconde qui aussi questionne, c'est la faiblesse de la demande des classes moyennes. Alors ça, c'est aussi pour moi une révélation à ce point quand on se projette, hein, en termes de projection, et que quand même les pauvres continueront de représenter 90%. Donc face à cette situation, c'est effectivement comment y répondre. Et donc je sors un peu de ce débat, mais j'essaie de le questionner justement. Si l'industrialisation telle qu'on aurait pu l'envisager, ou telle que l'Union africaine, à travers la grande zone de libre-échange continentale, avec un certain néoprotectionnisme, etc., le met en avant, il n'y a pas de demande intérieure qui permettrait d'inciter ou de déclencher cette industrialisation. Et donc, je me reposais la question, tu l'as cité tout à l'heure, René Dumont, si la première réponse face aux difficultés ou de l'industrialisation en termes de création d'emplois, c'est pas de recentrer sur l'importance de l'agriculture, ce qui est aussi le cas de l'Inde. Hein. Donc là, je pense à la fois, tu as cité René Dumont, et on se demande si effectivement ces critiques qu'il menait à l'époque, ou bien le rapport d'Olivier de Sutter sur l'agroécologie, sur l'agriculture paysanne, ce n'est pas la première réponse à donner. Donc l'autosuffisance alimentaire, et donc une perspective en termes d'industrialisation, de petite industrialisation et manufacturière à destination du marché intérieur, comme première piste. Et la seconde questionnement que j'avais sur l'industrie manufacturière, qu'en est-il, ça a été mis un moment dans un des diapos, de la place du secteur informel, qui représente la moitié des emplois, qui serait une réponse en termes de demande par rapport à la demande domestique africaine, un peu dans l'esprit de ce que dit l'Union africaine, c'est-à-dire de produire en Afrique pour les Africains. Ce qui n'interdit pas tout ce qui a été fait là pour dire, d'accord, cette industrie manufacturière telle qu'elle a été, vous l'avez super bien étudiée ici, ça reste une possibilité en termes de devises pour les différents pays, mais ça restera quand même qu'une réponse tout à fait partielle et limitée. Et la dernière remarque, je m'excuse, je vais loin, mais qui me conditionne, c'est aussi aujourd'hui tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit sur l'avenir du numérique, sur toute l'agilité, tout ce qui se fait effectivement, parlait avant dans les conurbation, dans le 2.0 et tout, mais en termes d'impact de création d'emplois, par rapport aux besoins, ça restera quand même limité. Ça peut être une source d'innovation et de dynamisme réel, mais restera limité. Donc, la réponse massivement, c'est l'agriculture et le développement d'industries domestiques autour de ce qui sont les piliers de la révolution industrielle, enfin l'agroalimentaire et le textile, quoi, à usage interne. Voilà, c'est des remarques un peu brouillonnes, mais qui m'ont... voilà. Ouais, merci. Mais effectivement, bon, nous, c'était pas notre problématique. C'était pas quelles sont les sources d'emploi et de croissance en Afrique et quels Non, sont non, les mais modèles. Non, mais juste je précise. Mais effectivement, nous, on était vraiment sur la. Il peut y avoir quelque chose dans l'industrie, et on regardait. Mais du coup, effectivement, ça soulève ces questions-là, et la conclusion à laquelle on aboutit, effectivement, elle n'est pas très réjouissante, hein. C'est clair. Mais alors, sur les points que. c'est génial parce qu'il y a un réalisme, ça remet les choses à plat, vraiment. Oui, mais si tu veux, ça ne fournit pas la solution. Et de ce point de vue-là, on n'est pas tout à fait satisfait. Ouais, alors, effectivement, sur la numérisation et plus globalement, hein, sur le niveau d'éducation et de qualification, je veux dire, les Africains sont de plus en plus connectés, ils ont un niveau d'éducation qui grimpe. Moi, j'étais au Sénégal l'année dernière, j'ai fait cette présentation. Enfin, je veux dire, ça fuse et ça fonctionne très bien. Donc, mais ça crée pas forcément de l'emploi. C'est ça Ouais, la difficulté. Enfin, disons que ça permet d'avoir une meilleure productivité et une meilleure efficacité s'il y a une dynamique de création d'emplois et d'activité.
parce qu'effectivement, ils sont en termes de, entre guillemets, de capital humain, ça grimpe, hein, ça accumule, c'est clair. Mais ça suffit pas. Je me souviens, là, j'avais participé au projet de l'université d'excellence franco-tunisienne, là, l'UFTAM, et les gens de l'ambassade, ils se demandaient quel diplôme il fallait proposer. Ils voulaient faire un master d'influenceur. Parce qu'ils disaient, c'est pareil, le numérique, c'est super, on va faire un master d'influenceur. Bon, c'est quand même des trucs de rigolo, quoi. Ça crée pas de l'emploi, même si ces activités existent, et Exactement. c'est indéniable, ça améliore le fonctionnement de l'emploi, ça améliore plein de choses, les coûts de transaction, enfin, on peut faire plein de trucs là-dessus, mais c'est pas de l'investissement et de la création d'activités et d'emplois. Alors, l'Éthiopie, en fait, on avait pas mal travaillé sur le côté stats. Et en fait, l'histoire éthiopienne, avant qu'elle reparte en guerre civile, donc ce qui a rompu la dynamique éthiopienne, effectivement, l'Éthiopie, elle était présentée comme en gros un nouveau dragon asiatique, quoi, sur le modèle avec un État développeur fort par rapport à ce que dit Thierry, hein, donc pas un État faible, mais un État fort. Qui mettait en place des politiques d'investissement massives, etc. Bon, quand on regarde et avec une dynamique d'exportation aussi dans les nouveaux secteurs industriels, en particulier la confection. Bon, quand on regarde les stats d'à peu près, mais les stats éthiopiennes, le problème, c'est qu'elles sont un peu bidouillées depuis quelques années. Il y a eu une reprise en main de l'Office des statistiques, donc il faut se méfier. Et on n'a pas pu aller sur place pour voir, mais 2 points quand même, c'est que l'Éthiopie était célébrée pour son taux d'investissement asiatique, hein, donc ça carburait très fort, et son taux de croissance asiatique. Alors, son taux d'investissement, en fait, c'est quand même essentiellement l'investissement de la FBCF en construction, hein, c'est beaucoup de construction et pas beaucoup de manufacturiers. Ah, Et puis, ces activités de production orientées à l'exportation, en gros, elles étaient localisées à Addis Abeba, en gros, 1000 km des ports, et elles avaient une vocation essentiellement locale. Hein, ça exportait pas, quoi. Ça exportait très peu. Et c'était pas facile de concevoir que ça exporte beaucoup, encore une fois, pour des raisons logistiques évidentes, qui étaient la distance au port. Donc, ça allait pas si loin que ça. Et puis là-dessus est arrivé le retour de la guerre civile qui, de toute façon, a rompu la dynamique. Bref, alors il faudrait pouvoir aller sur le terrain et voir comment ça rebondit. Mais quand on regarde d'un peu près les données, déjà, on s'aperçoit que le miracle éthiopien était un peu surestimé, avec un élément de plus, c'est qu'ils partaient tellement bas après les crises qu'ils avaient eues, qu'effectivement leur croissance a été rapide. Mais bon, c'est un peu normal quand on sort. Quand on sort de guerre civile, on peut avoir une croissance rapide rien que si la situation se stabilise, quoi. C'est pas vraiment miraculeux. Alors, par rapport à ce que tu évoquais sur l'agriculture, effectivement, bon, il y a 3 secteurs, quoi, l'industrie, les services, l'agriculture. Le problème de l'agriculture, c'est qu'effectivement, l'essentiel de la population africaine, elle est rurale et les revenus dépendent directement ou indirectement de l'agriculture, mais avec souvent des productivités faibles. Donc, l'enjeu dans l'agriculture, c'est d'augmenter la productivité pour que les revenus des ménages augmentent, et on peut espérer avoir là une montée, entre guillemets, des classes moyennes ou des non-pauvres qui pourraient servir de support à d'autres de demandes, donc à d'autres productions. Et c'est ce qui s'est passé avec les réformes agraires en Asie. Corée, Japon, etc., Taïwan, ça a permis d'avoir des ménages agricoles un peu plus riches qui consommaient les premiers produits industriels qui étaient produits localement, donc hein, donc production coréenne pour des Coréens, comme tu disais. Mais en même temps, et c'est souhaitable, s'il y a cette dynamique qui se met en place, mais là, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais si la productivité agricole augmente, ça ne va pas créer des emplois. Tu vois, donc les 700 millions, a priori, ils ne vont pas se trouver dans l'agriculture si l'agriculture devient plus productive. Hein. À la marge, il y a peut-être quelques niches nouvelles qui apparaîtront, mais pour l'essentiel, ça va plutôt dégorger le secteur rural. Et donc la question de l'emploi, a priori, va s'intensifier. Enfin, a priori, l'agriculture, en termes de revenus, de structuration économique, de consolidation économique, c'est essentiel, bien sûr, mais ça va pas être un gisement, ça devrait pas être un gisement d'emploi, parce que les réserves de productivité sont très fortes, et ce qu'on peut attendre, c'est plutôt que la productivité s'améliore. Donc, bon, nous, on n'y croit pas, enfin, on n'était pas dans cette direction-là, mais encore une fois, on n'a pas trouvé la solution. Je crois que, alors, il y a une variable, mais qu'on a juste observé, on n'a pas vraiment travaillé dessus, mais qui est quand même essentiel en Afrique, c'est la croissance démographique. Donc là, vous avez la croissance du PIB par habitant et la population. Et en fait, ce qu'on voit, alors encore une fois, c'est agrégé, hein,
Mais on peut revenir justement à un niveau moins agrégé, c'est que les économies africaines sont pas plates, elles sont plutôt dynamiques, hein. Il y a des périodes de croissance assez fortes, là, on le voit cette période-là en bleu. Mais la croissance du revenu par habitant, par contre, elle est écrasée par cette moyenne, en tout cas, de la croissance démographique, hein, qui est énorme. Donc, tant que cette pression-là ne se relâche pas, ça va être compliqué quand même d'améliorer le revenu, parce que même avec une croissance significative, croissance du PIB significative, le revenu moyen, sans compter les inégalités qui là en plus perturbent le paysage, mais le revenu moyen bouge très peu, hein, il faudra une croissance gigantesque. Et donc la variable démographique, nous on a fait des simulations pour voir un peu ce qui se passait. Si effectivement la croissance de la population diminue, l'augmentation du PIB sera nettement plus rapide. Hein, c'est le PIB par habitant, hein. Donc là on a mis plusieurs scénarios. Donc là, c'est le scénario médian, c'est le scénario des Nations Unies, de l'agence POP, là. Donc, on a combiné le scénario de croissance démographique et de croissance économique du FMI. Mais si on ralentit, arbitrairement, hein, bien sûr, ce qu'on a fait, si on ralentit de 25% ici ou de 50% la croissance démographique, en gros, on peut avoir presque un doublement du PIB par habitant, en tout cas une nette amélioration. Bon, ça c'est théorique, mais là, il y a un enjeu considérable en termes de, comme on dit ça, de changemaker. La démographie, c'est la variable majeure, hein. Et là, il y a un potentiel, à mon avis, plus important que ce qui est souvent considéré, parce que les évolutions démographiques peuvent changer assez vite, hein. Là, juste, on a distingué les différentes régions d'Afrique, et même si l'Afrique a une transition démographique plus tardive que les autres continents, elle est rentrée dedans. Et il n'y a pas de raison qu'à un certain moment, les dynamiques échappent aux prévisions des experts, hein. Il y a pas, comme ça a été le cas. C'est pour ça que j'ai mis le cas de la Thaïlande, hein, qui est passée en gros d'une fécondité sahélienne dans les années 70 à une fécondité ouest européenne une génération plus tard. Ça a été extrêmement rapide et ce n'était pas du tout prévu par les démographes, hein. Donc, on peut très bien avoir dans certains pays d'Afrique des changements très rapides et là, ça modifie beaucoup les choses. Et l'autre variable, mais nous, on ne la traite pas non plus parce que ce n'est pas notre sujet, en gros, c'est l'investissement, quoi. Comment est-ce que des activités nouvelles apparaissent? Il faut qu'il y ait de l'investissement. Et là, on vient à Keynes, hein, il faut des incitations, etc. etc. Mais la régionalisation en elle-même ou ce type de changement institutionnel ne motive pas en soi de nouveaux investissements et de nouvelles activités génératrices de revenus. Et je n'ai pas la solution complète, malheureusement. Merci. Je vais passer la parole à Igor Carvalho. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bien. D'accord, super. Je suis dans un aéroport et des fois, c'est un peu bruyant. Donc, voilà. Désolé si jamais ça arrive. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Je viens de télécharger l'ouvrage. C'est un ouvrage très riche, très intéressant, qui mérite un travail et je suis très intéressé à le lire avec attention. Mais j'ai une question concernant le rôle de la politique et de la classe des élites. Comment vous voyez, surtout quand on pense à des pays, genre, par exemple, moi, je travaille sur l'Angola. Je viens d'arriver d'Angola il y a quelques heures. Pour moi, c'est étonnant quand même de voir, à partir, et moi je pense que si on peut penser aussi à partir de la thèse de Frédéric Cooper sur l'état garde-barrière. Donc j'ai écrit une question ici, c'est peut-être plus simple si je l'ai mis, ce sera plus clair. Comment vous voyez le rôle des élites et de la classe politique dans le processus d'industrialisation de l'Afrique subsaharienne? Surtout si on pense que la plupart de ces pays, depuis les indépendances, ont plus ou moins continué le modèle économique de la période coloniale, soit la forte dépendance des activités douanières et extractivistes, et non de développement industriel. Peut-être, je ne sais pas, peut-être le cas de l'Éthiopie, du Nigeria, c'est une exception ou pas. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et ça, comme processus, comme une forme d'éviter la naissance d'une bourgeoisie industrielle, justement, qui puisse signifier une menace au pouvoir de la même classe politique qui garde le pouvoir depuis les indépendances. Donc, j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
je remercie à Thierry et à vous tous pour l'opportunité. Ouais, bon, là aussi on sort un peu de mon champ de compétences, mais c'est une très bonne question, hein. Vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'un des éléments de différenciation, là, quand je dis en gros, il y a autour d'une vingtaine de millions d'emplois qui pourraient se localiser en Asie, en Afrique dans les 10-15 prochaines années, nouveau. La différenciation en termes d'attractivité, bon, ça sera bien sûr les conditions objectives, de compétitivité, de logistique, etc. Bon. Et puis surtout, la qualité des États, quoi. La qualité des États en termes il y a quelqu'un qui, Merlin, dernier des assises qui maintiennent Mahamat Idriss Déby à la tête du pays. peut pas le couper, lui. Ouais, Si, c'est fait, Et, c'est fait. ouais, donc ça sera je pense que la dimension, la question institutionnelle, effectivement, elle va être, ça va être un élément de discrimination fondamental sur l'attractivité, puis ensuite sur les politiques, ce qu'évoquait aussi Thierry, hein, d'entraînement et puis d'articulation au tissu industriel et économique local. Bon, là, moi, je suis pas un spécialiste des institutions des États africains. Apparemment, il y en a qui sont un peu plus des États un peu moins mous et pourris que d'autres, mais j'aurais un peu du mal à les distinguer. Je pense que par contre, c'est pas incompatible. Incompatible, c'est-à-dire que on peut être aussi, c'est la parabole du bon et du mauvais tyran, quoi. On peut aussi être effectivement un gouvernement qui refuse tout partage du pouvoir et qui contrôle l'essentiel des ressources et puis du jeu politique, par exemple. Donc, éviter toute concurrence politique. Et on peut profiter, quand on est dans cette situation-là, un gouvernement de ce type-là peut profiter de la croissance économique et de l'enrichissement national, hein. Je veux dire, on citait le Maroc. Bon, le roi du Maroc, comment dire, il marge beaucoup sur la croissance industrielle du Maroc, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais tout le monde le sait. Au Cambodge, c'est pareil. La clique de Hun Sen, le Premier ministre qui est au pouvoir depuis 35 ans, elle a beaucoup, 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 beaucoup bénéficié de l'enrichissement du pays, qui est pas très riche, mais enfin qui est passé d'une situation de grande pauvreté à presque intermédiaire. Donc ça ne me paraît pas incompatible structurellement. Ça ne veut pas dire que c'est bien, hein, mais ça ne me paraît pas, en termes de rationalité du dictateur ou des élites, c'est pas irrationnel, hein, qu'il y ait de la croissance économique ça n'empêche pas de la contrôler et puis en gros, on merge, quoi. C'est-à-dire que les élites politiques s'articulent aux élites économiques, ça s'est fait dans beaucoup d'endroits. Ça me paraît pas problématique. Mais la vraie question, c'est plutôt l'incitation, quoi, la motivation pour effectivement sortir du modèle néocolonial et puis rentier, quoi, surtout, hein. C'est ça le plus le sujet, c'est l'incitation à sortir du modèle rentier. Est-ce que c'est le cas de l'Éthiopie, juste pour complémenter la question? Je suis pas, je D'accord. crois que l'Éthiopie, il y avait une question de survie surtout. Bon, déjà, il y a pas beaucoup de rentes en Éthiopie, à ma connaissance, par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou centrale. Donc, l'enjeu était différent. Et puis, il y avait une question de survie aussi de l'Éthiopie, qui est effectivement un grand pays et qui n'a pas beaucoup de ressources, hein. Donc, mais c'est une bonne motivation, hein, la survie. C'était utiliser Taïwan, Corée, Singapour, etc. Au départ, ils essayent de survivre et ils trouvent des solutions qui sont relativement innovantes. Je parle plus du Je vous Rwanda. remercie. Enfin, votre point là, moi, il me fait penser au Rwanda. C'est plus au Rwanda que je pense. Mais je faudrait faire des études de terrain plutôt que l'Éthiopie, qui a l'air d'être quand même un pays plein d'apparatchiks, quoi, avec une structure de pouvoir un peu lourde. Merci beaucoup. Jean-François Pigeon. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cet échange. J'ai trouvé ça très riche. J'avais quelques observations un peu pêle-mêle et on y est arrivé avec les questions. On est arrivé un peu sur des sujets que je voulais traiter. Quand on parle d'industrie, évidemment, on parle de politique industrielle et je pense que c'est un peu les exemples que vous avez utilisés, la Chine, Singapour, sont des bons exemples où il y a eu une politique gouvernementale qui a favorisé le développement de l'industrie.
Donc, c'est le premier point, c'est que, et on le voit aujourd'hui se manifester aux États-Unis et en Europe avec le CHIP Act qui vient d'être mis en place en Europe et où les Américains ont déjà une longueur d'avance. Donc, on voit que niveau industriel, ça prend une politique du gouvernement. Ce qui touche aussi à ce qui est nécessaire pour avoir une industrie, c'est-à-dire que qui dit industrie dit infrastructure de transport, d'énergie, etc. Et je me souviens, j'étais en Chine fin des années 90-2000. C'était l'époque des grandes constructions de ports, de routes, des trois gorges pour l'énergie, etc. Donc, ce qui est un problème latent en Afrique, c'est la disponibilité de l'énergie de façon continue et sur laquelle on peut compter. Et donc, je pense que ce lien entre industrie et infrastructure est clé. Et on le voit d'ailleurs, on voit que la Chine aujourd'hui capitalise là-dessus parce que sur leur route de la soie, que ce soit numérique ou infrastructure, c'est comme ça qu'ils commencent. Ils commencent avec les infrastructures et ensuite ils mettent les écosystèmes autour pour favoriser l'industrie. Et ensuite, c'est ça où je voulais arriver, c'est les écosystèmes, c'est-à-dire qui dit industrie dit un tissu économique autour de ces infrastructures. Et je pense qu'un des problèmes de l'Afrique, entre autres, c'est justement ça, c'est ce manque de réflexion sur l'écosystème, de volonté politique, de moyens politiques, de réflexion sur l'écosystème nécessaire dans l'économie locale, et ensuite les intérêts particuliers des parties prenantes. Je regarde juste mes notes. Et il y avait un autre point qui est totalement parallèle, mais c'est sur l'Inde. Est-ce que l'Inde n'est pas un contre-exemple de ce que vous disiez? Parce que justement, l'Inde a réussi à faire un essor sans passer par l'industrialisation. Aujourd'hui, ils y arrivent. On voit qu'Apple va faire a comme ambition d'avoir 30% de leur handset là-bas d'ici 2025, qui me semble très agressif d'ailleurs. Mais l'Inde, c'est un peu le contre-exemple où on a utilisé les services, l'industrie des services, l'outsourcing pour s'affranchir de l'industrialisation, sachant qu'il y avait plein de problèmes d'infrastructure. Ok, merci. Bon, sur les questions de politique industrielle, je suis tout à fait de votre avis. Dans le bouquin, on termine d'ailleurs avec un chapitre un peu conclusif et on insiste beaucoup là-dessus. Donc ça fait partie, je pense, des éléments discriminants intra-africains. C'est effectivement, mais c'est lié à la qualité des institutions et de l'État. C'est qu'effectivement, la capacité à mettre en place une politique industrielle, c'est-à-dire d'incitation à créer des activités nouvelles, à investir et à créer des activités nouvelles sortant des secteurs entiers. Alors, avec infrastructure, c'est mieux, mais sans infrastructure, ça peut fonctionner aussi. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, il y a des pays qui ont démarré, le Bangladesh, le Cambodge, qui ont démarré qui ont eu une croissance très rapide de ces activités-là, sans infrastructure. Les Cambodgiens, ils exportaient leurs chemises par Ho Chi Minh et il n'y avait pas de port. Donc, ça aurait été mieux s'ils en avaient eu un, bien sûr, mais ils mettaient leurs trucs sur des camions, alors qu'il y a le carton sur des camions, le conteneur sur des camions, ça partait à Ho Chi Minh et ça ensuite vers les marchés finaux. Donc, c'est mieux avec de l'infrastructure, mais ça peut fonctionner sans dans ces activités-là. En tout cas, ce n'est pas un préalable aussi féroce qu'on pourrait le penser. Donc, dans le cas de l'Éthiopie, ça faisait un peu loin, là, les 1000 km mal desservis, mais et par contre, l'énergie, effectivement, l'énergie, c'est un problème. L'électricité, l'absence de fiabilité de la ressource électrique, de disponibilité de la ressource électrique, c'est très problématique. Et de manière générale, tous les travaux sur la compétitivité industrielle en Afrique, ils concluent en gros de manière convergente en termes de productivité et de salaire, la main-d'œuvre est tout à fait compétitive, pas moins, pas mieux qu'ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème, en tout cas, de compétitivité liée au travail. Par contre, la compétitivité, qu'on appelle ça hors usine, sortie d'usine, donc à la fois toutes les dimensions logistiques et puis institutionnelles, bureaucratiques, de corruption, etc., elle plombe totalement la compétitivité du produit, donc renchérit de manière considérable le produit, mais ce n'est pas lié aux étapes de fabrication à l'intérieur de l'usine, même si les problèmes d'électricité sont patents. Et là, c'est effectivement du ressort de l'État. Donc, il y a la dimension politique industrielle et puis il y a aussi mettre en place des conditions
des conditions de fonctionnement économique à peu près on peut dire, praticables, quoi. Et dans un certain nombre de pays, ça l'est pas. Et là, en termes d'écosystème, c'est même pas tant d'écosystème, quoi. C'est vraiment d'assainissement, en fait, de ces désavantages compétitifs qui sont structurels et qui sont liés, en gros, à des questions institutionnelles d'abord, quoi. Ensuite, d'infrastructures, mais déjà institutionnelles. Et alors, sur l'Inde, moi, je suis assez partagé sur l'histoire de l'Inde parce que, encore une fois, les activités très modernes, enfin, c'est une société très écartelée, l'Inde, quoi. Les activités très modernes, performantes que vous évoquez, là, autour de l'électronique, que ce soit dans les services et maintenant éventuellement dans le hard, enfin dans la production pour Apple ou autre, effectivement, ça fonctionne, c'est pas du tout la question, c'est important, ça fait des recettes en devises, mais c'est quand même un îlot à l'échelle de l'économie indienne et notamment de la population rurale indienne qui a des niveaux de vie extrêmement bas. Et donc, et ça va pas comment dire, le paysan très pauvre et pas éduqué du nord d'Inde, du Bihar ou je sais pas où, il va pas se transformer, enfin ses enfants vont pas se transformer en ingénieur informatique comme ça, quoi. Ça va pas fonctionner, ça. Et donc il y a enfin, mais je suis pas un grand spécialiste de l'Inde du tout, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une déconnexion, enfin il y a vraiment deux composantes et beaucoup moins d'intégration qu'en Chine où par différents systèmes éducatifs, d'infrastructures, etc., il y a une intégration qui se fait même si les inégalités restent très importantes. En Inde, on a l'impression que ça fonctionne de manière indépendante et que ça va durer, mais qu'en gros, le problème majeur de l'économie indienne, c'est-à-dire le niveau de pauvreté de la grande partie de sa population, ne va pas beaucoup changer, quoi, dans cette trajectoire-là. Alors, sur le taux de croissance, bon, du PIB, la moyenne, c'est vrai qu'ils sont réveillés, mais je suis pas convaincu que ça permette de résoudre le problème de pauvreté et d'emploi pour la grande majorité de la population. Voilà, mais à voir. Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit à propos d'infrastructures et d'écosystèmes. Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger deux choses totalement différentes. En ce sens qu'il y a effectivement le problème d'un pays qui crée des infrastructures et des écosystèmes, qu'il dirige, qu'il pilote, dont il définit la stratégie, etc. Dans le cas chinois, ce que l'on trouve le long des routes de la soie, c'est une situation qui est assez différente. Si vous voulez, la Chine va effectivement inciter à la création d'infrastructures pour les mettre à son propre service. Et l'écosystème qui s'instaure, c'est aussi un écosystème qui est à son propre service et qui ne va pas forcément non plus utiliser des ressources locales. Bon. Et ça, de ce point de vue, l'exemple de l'Éthiopie est absolument parlant. La Chine avait besoin d'avoir des prolongations, et parce qu'il s'agit d'une prolongation de ses propres zones économiques spéciales en Chine, à l'extérieur, pour profiter de deux facteurs de production qui sont la main-d'œuvre très bon marché éthiopienne et éventuellement pour l'industrie de la chaussure aussi des pelleteries éthiopiennes. Bien. Mais ceux-ci, ce sont dans des enclaves, dans des milieux fermés proprement chinois qui avaient besoin d'une modernisation des moyens de transport et qui ont fait financer par le gouvernement éthiopien la construction d'une ligne qui doit leur servir à eux. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans un schéma développemental qui ne respecte pas d'abord les intérêts locaux, mais qui respecte d'abord les priorités développementales de la Chine. Et on a cette même reproduction qui se fait aussi en Égypte, hein, et dans d'autres pays africains où vous avez la même tentation de créer des infrastructures qui vont d'abord être au service du développement chinois en utilisant des avantages locaux, mais sans que l'utilisation de ces avantages locaux soit inclue dans un développement local avec une stratégie qui soit proprement locale. Et c'est là où il y a cette grande ambiguïté, c'est que vous avez tout le discours sur le modèle chinois, sur le miracle chinois, que les pays africains peuvent dans beaucoup de cas envier,
et l'arrivée de gens qui vous proposent quelque chose que vous allez croire comme étant la solution qu'ils ont adoptée chez eux, pour eux, alors qu'en fait, c'est une solution qu'ils viennent adopter pour eux, chez vous. Donc, c'est tout le discours sur les infrastructures, c'est un discours qui risque bien souvent d'être complètement faux, d'autant plus que le modèle chinois, c'est un modèle à l'origine qui a fait l'impasse sur les infrastructures. Et c'est une fois qu'il a été nécessaire de développer les infrastructures, l'exemple du port de Shekou, qui est à l'origine de la zone économique spéciale de Shenzhen, a été conçu comme étant « je n'ai pas besoin de l'intérieur et tout ce que je produis repart ». Je suis sur un port, donc ça vient. La seule ressource que je fournisse, c'est la main-d'œuvre. Et les devises qui vont être accumulées vont me permettre d'acheter des biens dont j'ai besoin pour mon industrialisation par ailleurs. Et une fois que vous avez eu des rentrées de devises suffisamment conséquentes, qu'il a pu être possible de développer ce schéma au niveau de la région de Shenzhen, vous avez eu le début d'une construction d'infrastructures. C'était une seconde étape et non pas l'étape initiale. Or, le discours aujourd'hui, c'est des lignes de chemin de fer pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir se développer. Non, se développer pour pouvoir financer les lignes de chemin de fer. C'est beaucoup plus l'exemple que nous suggère la Chine que le discours que nous avons. Alors, tout ça, c'est encore relatif, parce que là, j'y vais à grands coups de serpe, hein, pour pouvoir montrer qu'il y a peut-être une façon plus nuancée ou un peu différente de voir les choses. Mais disons que tout ce qui se passe avec l'étiquette Chine, hein, n'est pas, et c'est normal, au service de l'autre, mais d'abord au service de la Chine, hein, de même que pour les autres pays. Et il y a une différence, ceci dit, qui va pouvoir se faire, c'est que dans le cas chinois, effectivement, ça sera bien souvent au service de la Chine, tandis que dans le cas occidental, ça sera au service des multinationales. Ce qui pose encore le problème dans une autre dimension, hein, car à ce moment-là, sans en vouloir au pays, ne sert pas à grand-chose que le responsable est une entreprise et non pas le pays. Hein. Et ils peuvent avoir eux aussi, hein, des stratégies entrepreneuriales tout aussi égoïstes que des stratégies nationales. Et donc le gros problème, c'est la possibilité que peuvent avoir des pays en position de faiblesse pour pouvoir diriger, encadrer. Hein. Le grand succès de la Chine, c'est d'avoir encadré les entreprises étrangères qui sont venues sur son territoire, les avoir sélectionnées, leur avoir autorisé des marchés, les avoir pilotés, leur avoir imposé des volants de main-d'œuvre, donc de leur avoir donné le minimum. Bon. On ne voit pas la même possibilité ou le même pouvoir pour les pays africains pour encadrer les entreprises étrangères, quelle que soit à leur origine, chinoise ou pas chinoise, et d'avoir le même pouvoir, parce que précisément, il y a une question de taille et que la Chine a pu jouer. Dans ce que moi j'ai pu voir en Afrique, le seul pays qui a quelque chose qui peut s'approcher un peu, c'est la stratégie menée au Maroc, où effectivement on a l'impression qu'il y a eu une prise en main réel et un encadrement à peu près systématique des entreprises, le choix des entreprises. Ce ne sont pas les entreprises qui choisissent d'abord le Maroc, c'est le Maroc qui choisit des secteurs et offre aux entreprises de secteur la possibilité. Lorsque les zones économiques, la zone économique spéciale de Tianjin en Algérie a foiré, c'est précisément parce qu'il y a eu un affrontement entre des volontés. Hein, et la volonté chinoise était très claire, c'était une enclave chinoise, servant la Chine, servant des entreprises chinoises. Donc, toute la réflexion ici, là, doit être énormément nuancée de ce point de vue, et ça ramène en fait au problème du choix pour les différents pays africains, éventuellement, de la niche dans laquelle ils vont pouvoir se développer. Et le problème qu'on n'a pas non plus évoqué, c'est le problème du financement de toutes ces activités. Parce que même si on a des activités industrielles peu capitalistiques, malgré tout aujourd'hui, le gros problème de l'Afrique, ce n'est pas son endettement,
mais c'est le financement de ces activités et le financement pour des projets dont on est certain de la rentabilité, parce que là, encore une fois, la leçon de ces dernières années, c'est qu'on a financé des projets dont la rentabilité n'est pas du tout garantie, ou bien des projets qui ont été conçus sur une telle échelle que la rentabilité est impossible dans les circonstances actuelles. Donc, bon, voilà, c'est le petit paquet que je lâche comme ça tout d'un coup, mais je crois que, de même que Marc et Jean-Raphaël sont arrivés à un constat, à savoir qu'il n'y a pas de solution, j'en ai pas plus que vous, mais disons que quand il s'agit d'aligner les problèmes, ça en est très fort. Ouais, Oui. merci. Non, nous, le sujet, c'était d'éviter une illusion, quoi, tu vois, c'était d'éviter Oui. qu'il y ait un fantasme qui se poursuive comme ça. Et en fait, notre conclusion, elle est moins négative que ce qu'on attendait au départ. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un potentiel, mais il est réduit. Voilà. Mais c'est clair que sur l'Afrique, il y a une tendance comme ça à projeter des modèles et des schémas, mais d'autant plus qu'en interne, il n'y a pas une forte résistance à l'imposition de ces schémas. Enfin, tu vois, il y a une question quand même des Oui, mais ça, je dirais, capacités endogènes. c'est quand même normal que des gens qui sont à la recherche de solutions essayent ou s'intéressent ou s'ouvrent. Le problème, c'est la qualité de l'information qu'ils reçoivent quand ils interrogent. Et aujourd'hui, pour la compréhension du miracle chinois est une compréhension qui est malgré tout relativement limitée. Mais en revanche, on voit les résultats. Donc, il y a une appétence qui oublie de passer au-dessus. C'est l'exemple du Kenya, quand on lui présente un projet dont tout le monde leur dit c'est pas raisonnable. Ils disent, mais ça générera du PIB, comme en Chine. Voilà. Donc, simplement, cette croyance va suffire à emporter, bon, il y a d'autres facteurs qui ont pu jouer, mais disons que c'est un des éléments. Donc, Marc, pourrait remettre la première diapo juste pour voir le titre, et je l'ai loupé en arrivant. Le titre du bouquin ou de Ouais. Le bouquin, j'avais mis à la fin. Ah, voilà. Merci. Le lien au bouquin est sur mon site, sur la page du séminaire. Et la première diapo du PowerPoint? La première, c'était... Ah ouais, c'est que tu as repris là. Ah ouais, donc c'est le titre du bouquin, ok. ouais. Merci. Voilà. Bien, écoutez, je crois qu'il nous reste à remercier Marc Cloutier pour cette intervention et pour les questions qu'il a suscitées. Merci à tout le monde et puis à bientôt. Merci beaucoup. Xavier, oui. Merci, oui. Merci à Bonne journée. vous. Merci Marc, merci À Thierry. bientôt. Merci À la beaucoup. prochaine. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.